Bonjour à tous. Oui, effectivement, j'avais pas dû cliquer sur démarrer la diffusion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre rapidement le sommaire. Je suis désolée. Je ne sais pas si certains, du coup, ont vu quand même le démarrage. Je vais demander à tout le monde. Ouais. Est-ce que je reprends au niveau du sommaire? J'attends un petit peu les réactions là dans le chat, dans les questions. Normalement, ça devrait être bon. J'attends que les gens nous fassent signe. Dites-nous si vous entendez bien. Oui, merci. Donc là, a priori, ça a l'air de fonctionner. Oui, c'est bon. Ça y est. Ok. Toutes nos excuses, hein, ce petit contretemps. Voilà. Oui, pardon, c'est vrai qu'il y a une diffusion, un bouton effectivement sur lequel j'ai oublié d'appuyer. Je suis désolée. Alors ça va, il est 15h07. L'actualité n'est pas trop importante sur cette actualité du mois de juin, donc on devrait s'en sortir. Je refais le sommaire alors vraiment rapidement pour vous dire qu'on va traiter deux parties réglementaire, donc avec 4 décrets. Mais effectivement, si vous n'aviez pas le son, vous aviez tout de même l'image, donc de toute façon, vous avez pu certainement les lire. Et puis côté actualité informative, avec différentes informations qui concernent soit plus spécifiquement la FPT, soit la FPH, soit la fonction publique de manière générale. Voilà, donc je ne vais pas repasser le sommaire, vous l'avez en audio en tout cas, vous l'avez vu. Comme ça permet de gagner un petit peu de temps. Et donc je reprends sur la partie de ce décret du 13 mai 2023 qui concerne la suspension de l'obligation de vaccination contre la Covid-19. Et voilà, je disais, rappelez-vous, depuis août 2021, une loi avait rendu obligatoire la vaccination et donc tous les personnels qui n'étaient pas vaccinés étaient suspendus. Et j'attire votre attention sur le fait que cette obligation n'est pas abrogée ou supprimée, hein, elle est bien suspendue, ce qui laisse sous-entendre qu'en cas de revenu d'une pandémie, elle pourrait être effectivement réactivée. Voilà, à ce jour, on en est là. Et concernant les chiffres des personnels qui ont pu être concernés par cette suspension, il est très difficile de connaître le nombre de professionnels puisque les chiffres sont très différents selon les sources. Donc, ce que je disais, c'est que je ne m'aventure pas effectivement à donner un chiffre à ce sujet-là. Voilà. On dit simplement que le nombre paraît relativement modeste en métropole et qu'il est certainement un peu plus important outre-mer, notamment Martinique, Guadeloupe, Guyane. Voilà. Je me permets, Carole, de te couper parce que j'ai pas mal de réactions là et puis des questions qui se rejoignent, donc on va essayer de faire un groupé. Par rapport à ça, par rapport à ce décret, est-ce que le décret donne des infos sur les conditions de réintégration des personnels suspendus, oui, c'est ça? C'est ça. Non, alors le décret ne dit rien à ce sujet-là. Par contre, il y a eu une instruction du ministère de la Santé qui a été diffusée début mai sur ce sujet-là, qui est pas publié à ma connaissance, mais qui laissait effectivement entendre que les agents en fait qui étaient suspendus ne pouvaient pas effectivement se prévaloir d'une reconstitution de carrière sur cette période pendant laquelle ils ont été suspendus. Autrement dit, en plus de la perte de leur salaire, effectivement, les agents qui ont été suspendus perdent cette période de suspension pour la constitution de leur droit à la retraite. Donc, effectivement, si on te rejoint, la période de suspension, elle ne sera pas comptabilisée pour les droits à la retraite. C'est ça. D'après l'instruction du ministère de la Santé qui a été diffusée effectivement début mai, c'est l'information. Alors, il resterait à attendre une information complètement officielle, mais c'est ce qui me semble effectivement aujourd'hui. Très bien. Ensuite, concernant donc ces deux décrets 435 et 436, ce sont les deux premiers décrets d'application donc de la loi de financement rectificatif pour la sécurité sociale pour 2023, donc dont on avait parlé au dernier webinaire. C'est cette fameuse loi qui comporte un certain nombre d'informations concernant la réforme des retraites. Donc les deux premiers décrets sur 31 attendus, peut-être moins parce que certains décrets vont être, certaines informations vont être peut-être mises sur des décrets communs. Mais en tout cas, un certain nombre de décrets qui sont attendus dans l'été et quelques-uns, puisque je vous rappelle que la loi rentre en vigueur au 1er septembre 2023, mais que certaines informations seront quand même, certains décrets vont paraître après, mais la très grosse majorité de ces décrets vont paraître dans l'été.
Donc les deux textes, je vais le faire rapidement parce que c'est vraiment en lien avec ce que j'avais déjà indiqué effectivement sur le précédent webinaire. Il précise les modalités qui concernent l'augmentation de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, l'accélération du rythme de relèvement de la durée d'assurance requise pour pouvoir liquider sa retraite, les 43 ans, et les départs anticipés pour carrière longue, handicap, inaptitude. Alors voilà, simplement, ces décrets vont rappeler effectivement que l'âge de départ de la retraite passe de 62 à 64 ans. Pour ceux, ils vont modifier l'article D161-2-1-9 du Code de la Sécurité sociale. Donc attention, là ce que je vous ai mis, c'est bien la version qui sera en vigueur au 1er septembre, puisque la loi rentre en vigueur au 1er septembre. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous cherchez cet article dans Légifrance, vous allez encore avoir l'ancienne version. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous verrez en haut à droite dans Légifrance, il y a un petit calendrier. Si vous mettez à la date du 1er septembre, vous verrez effectivement apparaître la bonne version avec effectivement le départ à partir des assurés qui sont nés entre le 1er janvier 55 et le 31 août 61 qui commencent à partir à 62 ans jusqu'à, voilà, progressivement, je ne vous ai pas tout remis, jusqu'à 64 ans pour les assurés qui sont nés à côté du 1er janvier 68. Une petite réflexion là aussi, est-ce que tu peux nous indiquer si l'âge légal de report concerne aussi les catégories actives et superactives? Oui, ah oui, oui. Alors on l'avait vu au dernier webinaire, mais oui, effectivement, le report de l'âge légal de 2 ans, évidemment pas à 64 ans, mais simplement de 2 ans, concerne bien les deux catégories. Donc les catégories actives partiront à la retraite effectivement, pareil, de manière progressive à 59 ans à terme au lieu de 57. Et les catégories non, pardon. Les catégories actives de 52 à 54 ans, voilà, je vous fais des frayeurs, excusez-moi, et les catégories, effectivement, décidément, je ne vais pas y arriver. Les catégories, oui, super actives de 52 à 54 ans et les catégories actives de 57 à 59 ans. Voilà, donc avec 2 ans, effectivement, comme pour un report progressif de 2 ans sur ces catégories-là. Sur les départs anticipés, pareil, je vais passer assez vite, pas trop vite quand même, mais pour vous dire que c'est toujours en phase avec ce qu'on avait vu sur le précédent webinaire, c'est-à-dire que le décret confirme bien qu'on aura 4 bornes de départ d'âge à la retraite, selon qu'on a commencé à travailler avant 16, 18, 20 ou 21 ans, donc avec des départs à 58, 60, 62, 63 ans, bien sûr à partir du moment où on a travaillé au moins 43 ans. Voilà, donc je vous ai mis une petite astérix, mais je vais pas forcément tout reprendre, mais certains départs peuvent être maintenus à 60 ans et pas à 62 ans pour des assurés qui sont nés entre le 1er septembre 61 et le 31 août 63. Voilà, donc il y a des dérogations effectivement possibles qui sont précisées dans ce décret. Voilà, et donc là, c'est l'article D351-1-1 du Code de la Sécurité sociale qui est modifié. Pour le handicap, de la même façon, toujours en lien avec le webinaire du mois d'avril, l'âge de départ reste à 55 ans. Donc l'âge légal de départ pourra désormais être abaissé d'une durée qui peut aller jusqu'à 9 ans. Et la double cotisation de trimestres cotisés et validés est supprimée. Donc il faudra seulement avoir des trimestres cotisés pour pouvoir bénéficier de ce départ anticipé. Et enfin, pour incapacité permanente, donc c'est l'article 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale qui a été modifié par la loi et qui entérine la possibilité d'un départ anticipé à 60 ans au titre de l'incapacité permanente, mais seulement pour les assurés dont le taux d'incapacité est au moins égal à 20%. Pour ceux dont le taux est entre 10 et 19%, le départ anticipé se fera seulement 2 ans avant l'âge légal de départ à la retraite, c'est-à-dire 62 ans. Donc voilà pour un petit peu toutes ces informations. Voilà, c'est les premiers décrets. Il y en a beaucoup qui vont sortir encore et qui vont venir voilà, compléter les informations dont on avait déjà discuté au niveau de la loi qui est parue au mois d'avril de cette année. Autre information réglementaire, alors rien de révolutionnaire, mais c'est toujours important de se rappeler. Donc chaque année, on a maintenant des instructions qui paraissent concernant les vagues de gestion, les vagues de chaleur, la gestion des vagues de chaleur, qui sont de plus en plus nombreuses et importantes. Et cette instruction nous rappelle des choses élémentaires, mais qu'il est bon de rappeler qu'au terme de l'article 41-21
du Code du travail, les ambiances thermiques, dont le risque de forte chaleur, doivent être prises en compte dans le cadre de la démarche d'évaluation des risques. Donc, vérifiez bien que vos documents uniques sont à jour à ce sujet-là, puisque ces articles-là, je rappelle, sont complètement applicables à la fonction publique. Et les organisations sont invitées à adapter l'organisation du travail en prévision de ces fortes chaleurs, à mobiliser les services de prévention et de santé au travail. Et l'instruction rappelle encore également qu'il est interdit d'affecter des jeunes travailleurs aux travaux qui les exposent à des températures extrêmes susceptibles de nuire à leur santé. Cette fois, c'est concernant l'article en lien avec l'article 4153-36 du Code du travail, toujours applicable à la fonction publique. Je vous rappelle que sur l'espace droit prévention, si vous faites une recherche en tapant jeunes travailleurs, vous allez avoir les fiches qui concernent les jeunes travailleurs dans la FPH ou dans la FPT et que vous retrouverez effectivement cette information. Concernant les entreprises, je ne détaille pas, mais c'était simplement, je vous montrais qu'il allait y avoir des contrôles qui étaient prévus, ciblés sur les secteurs d'activité les plus concernés, etc., pour vous montrer que aussi bien dans le public que dans le privé, c'est un sujet vraiment très présent et voilà, sur lesquels l'inspection du travail effectivement se positionne. Et puis le dernier, alors je le dis en introduction, mais vous ne m'avez pas forcément entendu, qui concerne le secteur privé. Donc je le donne simplement à titre de culture générale pour indiquer qu'un décret effectivement est paru qui impose aux employeurs d'informer l'agent de contrôle de l'inspection du travail à chaque fois qu'il y a une victime d'un accident de travail mortel. Ça peut paraître étonnant, mais cette obligation n'existait pas jusqu'à présent. Et en même temps, ce décret renforce l'obligation de transparence et de visibilité des entreprises qui interviennent sur les chantiers du bâtiment, qui contribue donc à l'efficacité des moyens de lutte contre le travail dissimulé, puisque l'on sait que le travail dissimulé, c'est aussi identifié comme un facteur important de survenance d'accidents du travail. Voilà, donc ces dispositions sont déjà en vigueur et effectivement, l'information doit être portée à la connaissance de l'inspecteur dans les 12 heures qui suivent le décès ou dans les 12 heures à partir du moment où l'employeur a connaissance de cette information. Et je vais passer donc à la deuxième partie, cette fois sur des actualités plutôt de type informative, dans un panel d'informations dont j'ai eu connaissance qu'il m'a paru intéressant de vous relayer. Alors, le premier concerne la fonction publique territoriale. Il y a eu une webconférence le 1er juin, donc là vous avez à chaque fois les liens, soit en cliquant directement sur l'image, je vous les remets dessous, donc vous les avez 2 fois si vous voulez pouvoir suivre cette conférence, avec une intervention des lauréats de l'année 2021 des prix santé et mieux-être au travail de la fonction publique territoriale. Donc c'est un webinaire qui a été organisé par VK en partenariat avec la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale. Et je vais notamment faire un petit teasing sur une des 2 lauréates, parce que voilà, souvent je sais que vous êtes intéressés pour avoir des retours d'expérience, voir un peu ce qui se fait dans d'autres collectivités. Donc cette première lauréate m'a paru intéressante. C'est le CCAS de la ville de Ghana qui a été récompensé. Le contexte de ce retour d'expérience, donc suite à un départ à la retraite, suite à une fusion des CCAS avec les maisons de service et un certain nombre de modifications, les élus ont souhaité qu'une nouvelle organisation soit mise en place. Alors, l'état des lieux qui est fait à ce moment-là est assez paradoxal, puisque d'un côté, ces services ont un fort taux d'absentéisme, 25%, ce qui est un taux très important, qui correspond à 5 agents sur 25 qui sont absents depuis plus de 3 ans. Un turnover de 40%, qui est aussi un chiffre important. Mais paradoxalement, une satisfaction des usagers élevée sur les services des CCAS et des maisons de service, et en plus d'une satisfaction plutôt en progression. L'intervenante rappelle que 40% des auxiliaires de vie sociale et des aides à domicile ne sont plus en poste au-delà de 50 ans en lien avec des maladies professionnelles, des accidents personnels ou professionnels, une usure, etc. Puisque, effectivement, ces métiers sont très exposés non seulement physiquement, mais également mentalement, avec, par exemple, du travail le week-end, des horaires de travail qui commencent tôt, qui finissent tard, une adéquation avec la vie personnelle compliquée. Des personnels qui sont confrontés en permanence à la mort, à la vieillesse, donc effectivement des métiers exposés à une charge mentale importante.
Et donc, la lauréate a lancé une démarche participative en 2019 auprès des agents du CCAS, des maisons de services et du SAD, donc des services d'accompagnement d'aide à domicile, avec entre autres objectifs. Je vous fais vraiment un résumé, puisque après, je vous invite à regarder ce webinaire qui dure une demi-heure pour chaque lauréate, et qui est vraiment très intéressant, mais avec pour objectif notamment de favoriser l'attractivité au sein du service, puisqu'avec un turnover de 40%, l'idée c'est d'attirer des nouvelles personnes pour remplacer les absents, mais aussi surtout les garder, et donc de limiter l'absentéisme. Et donc, elle lance des ateliers libres d'inscription, donc aucune obligation d'y participer, qu'elle appelle fidélisés par la QVT, qualité de vie au travail. Et déjà, la première information, c'est que 80% du personnel s'inscrit, alors que ça reste sur la base du volontariat, donc c'est déjà un signe fort et intéressant qui est lancé. Et elle introduit donc tous les ateliers en demandant aux participants qu'est-ce qui ferait que dans 5 ans, vous seriez encore en poste. Voilà. Et à la suite de ça, alors je vous ai remis une des slides du webinaire, mais je ne vais pas tout détailler, mais il y a eu énormément d'actions qui ont été mises en place, des actions techniques, des actions d'adéquation de vie professionnelle ou de vie perso, voilà, des actions très simples, par exemple des changements de forfait téléphonique pour permettre l'appel et les SMS illimités, voilà, des choses qui n'existaient pas par exemple. Quelque chose par exemple aussi intéressant, c'est une intégration dans les plannings de 15 minutes de parcours pour les déplacements extérieurs à la ville de Ghana. Voilà. Et puis, alors par exemple aussi du tutorat des nouveaux embauchés. Le tutorat permet aux nouveaux embauchés de se sentir bien accompagnés, de pouvoir bénéficier d'expériences des anciens, et permet aux anciens aussi, voilà, de pouvoir expliquer le métier, transmettre, d'avoir une certaine valorisation par rapport à ce qu'ils font, etc. Je vous ai marqué aussi l'idée d'un assistant prévention dédié qui s'est mis en place, des nouveaux profils d'encadrants avec des mobilités internes, etc. Donc voilà, un certain nombre d'actions que je vous invite effectivement à regarder un peu plus en détail en allant voir le webinaire. Un indicateur clé qui est donné par l'intervenant, justement, c'est de dire qu'en 2022, ils ont reçu 27 postulants dans un secteur qui est pourtant nationalement en pénurie en termes de recrutement. Voilà. Et alors, je vais revenir en arrière parce que je vais quand même… voilà, je ne vous ai pas parlé du second lauréat, mais je le passe rapidement. Le second lauréat, c'est le Conseil régional du Grand Est. Et là, c'est intéressant aussi parce qu'elle explique comment elle a mis en place et créé un réseau d'assistants de prévention multisite. Ça fait suite notamment à la fusion des régions Champagne, Ardennes, Alsace, Moselle, où on avait quelques préventeurs, quelques conseillers qui étaient un peu disséminés, qui faisaient ça en plus de leur travail et ça ne fonctionnait pas. Et donc, elle est venue expliquer comment, effectivement, elle est allée mailler le réseau et mettre en place un réseau d'assistants de prévention. Voilà, donc je vous invite vraiment, voilà, encore une fois, ça dure 1 heure. C'est 2 retours d'expérience assez intéressants. En continuité avec la qualité de vie et des conditions de travail des agents publics, je vous informe qu'actuellement, il y a une consultation de la fonction publique sur laquelle on vous invite à donner votre avis. Vous pouvez donner votre avis de 2 façons, soit en répondant à l'enquête sur les attentes et sur les actions que vous jugez prioritaires, soit, alors c'est et ou, vous pouvez partager vos propositions dans la boîte à idées. Donc là, pareil, vous avez le lien qui est ici et vous pouvez ensuite effectivement aller voir cette consultation. Concernant la fonction publique hospitalière, il m'a paru intéressant de vous relayer donc ce rapport sur les violences à l'encontre des professionnels de santé qui a été publié le 16 juin. C'est un rapport qui a été remis au ministère de la Santé et de la Prévention début juin, enfin le 8 juin 2023, puisque on observe une violence croissante à l'encontre des soignants, aussi bien en termes d'incivilité, violence verbale, violence physique, dégradation, actes de malveillance, etc. Les données de l'Observatoire national des violences en santé indiquent 20 000 signalements de violences par an, 30 000 atteintes aux personnes chaque année, et puis un contexte de montée de la violence qui s'accroît d'année en année.
Ce rapport fait 44 propositions suite au constat qui est fait. Sur les soignants victimes de violences en milieu hospitalier, on observe que, à part à peu près égale, cette violence est répartie entre les infirmiers et les autres soignants hors médecin. Les femmes constituant 3/4 des victimes. Et en milieu extra-hospitalier, sur 1244 incidents qui ont été déclarés en 2022, 75% concernent les médecins de ville, principalement des généralistes. Les spécialistes qui sont les plus touchés, eux, sont plutôt les cardiologues et les psychiatres. Une profession qui est particulièrement touchée également, ce sont les personnels ambulanciers. Le rapport indique aussi que ces chiffres, qui sont pourtant déjà élevés, sous-estiment pourtant la réalité, puisqu'il y a une banalisation des violences, notamment verbales. Donc, les professionnels de santé ne déclarent pas l'ensemble des agressions dont ils sont victimes. C'est pour ça d'ailleurs que si vous regardez sur la page de titre de ce rapport, il y a une citation qui indique que le danger pour la vie est de s'habituer à toutes les petites violences de la vie quotidienne et de finir par trouver cela normal. Donc, c'est aussi ça que met en exergue ce rapport, en disant effectivement qu'il y a déjà beaucoup de violences qui sont remontées et qu'elles sont pourtant sous-estimées parce que parfois banalisées. Les conséquences de ces violences, c'est de l'usure évidemment, voire de l'épuisement professionnel. Ces violences contribuent à la crise de sens au travail qui traverse le milieu hospitalier. Les conséquences peuvent être également des troubles anxieux, voire même parfois des états de stress post-traumatique. Et enfin, ce rapport indique un cercle vicieux qui est à l'œuvre, c'est-à-dire que les professionnels de santé qui peuvent se sentir victimes peuvent éprouver des difficultés à établir des relations positives, ce qui peut déclencher des réactions violentes de la part des patients. Et effectivement, chacun, de manière effectivement inconsciente, va entretenir un climat de tension et un cercle vicieux qui peut contribuer à la progression de cette montée des violences. Donc ensuite, les 44 propositions du rapport sont structurées en gros autour de 6 axes majeurs. Agir sur les déterminants des violences en améliorant par exemple les conditions d'accueil des patients et de leurs proches, tout en renforçant le sentiment de sécurité des professionnels de santé. Développer certains types de formations et certaines compétences spécifiques pour les professionnels. Mieux rendre compte des faits de violence internes et externes en clarifiant les circuits de déclaration. Accompagner et soutenir les victimes. Préparer les futurs professionnels en proposant un meilleur encadrement aux étudiants. Et enfin, communiquer auprès de tous les acteurs du secteur. Je vous ai mis une imprimé écran d'une partie, les propositions 5 et 6 sur 44. Voilà, par exemple, la proposition 5, former les personnels d'accueil à une meilleure communication. Je lis le dernier paragraphe, effectivement, qui est celui-ci, que le professionnel soit un personnel de santé ou non, des formations à la communication doivent être un prérequis à la prise de fonction ou se dérouler dans les premières semaines suivant la prise de fonction. Et puis la proposition 6, par exemple, qui parle de créer des environnements apaisants. Comment on peut essayer de créer des environnements apaisants en termes de couleurs, de bruit, de pas mal de choses, d'informations pour effectivement apaiser aussi le plus possible les personnes dans ces environnements-là. Voilà. Donc, je vous invite, pareil, à parcourir ce rapport pour ceux qui sont intéressés. Il y a pas mal d'informations assez intéressantes. Une autre publication de la DGAFP cette fois, donc le ministère de la Transformation et de la Fonction publique propose une série d'outils pour accompagner les transformations RH et notamment, par exemple, je vous relaye le dernier outil qui vient de sortir qui concerne la gestion des conflits et qui est le 3e opus de quelque chose qui s'appelle la boussole des managers. Donc, il y a eu trois volets publiés, la boussole du manager, managé par les valeurs. Ensuite, le 2e sur le management intergénérationnel et ce dernier qui vient de paraître sur la gestion des conflits. Voilà, donc là, encore une fois, vous avez tous les liens si vous voulez les retrouver. Voilà, puisqu'on sait effectivement que laisser un conflit s'installer avec un agent au sein de son collectif de travail peut être une réelle bombe à retardement et qu'il est indispensable pour le manager d'être notamment attentif à son équipe, mais aussi proactif et qu'on ne sait pas toujours effectivement comment prendre en charge des tensions que l'on peut voir apparaître.
Donc, dans cette publication, l'objectif, c'est d'apporter aux managers de proximité des techniques simples, des leviers concrets pour permettre d'anticiper et essayer de dénouer de manière pragmatique et constructive des situations conflictuelles. Je vous ai mis simplement, pour vous donner aussi, pareil, un petit teasing, envie d'aller voir le document. Voilà, le document commence notamment par cibler différents types de conflits qui peuvent exister et par les définir. Donc, les conflits de méthode, d'intérêt, le conflit de rôle, le conflit de valeur, le conflit de génération. Le conflit de méthode, c'est quand les processus de réalisation des tâches divergent entre les agents. Donc, certains collaborateurs peuvent être davantage axés résultats et accorder moins d'importance aux méthodes de travail permettant la réalisation des activités. Le conflit d'intérêt, assez simple, lorsque deux parties s'intéressent prioritairement à leurs propres bénéfices ou convoitent le même objectif, par exemple la chefferie d'un projet, voilà, par exemple. Le conflit de rôle ou le conflit de positionnement qui est assez répandu lorsque les périmètres d'activité ne sont pas suffisamment bien définis. Évidemment, ça crée des conflits puisque on ne sait pas très bien qui fait quoi et on peut empiéter sans le vouloir sur le périmètre d'activité de son voisin. Le conflit de valeurs, quand les gens n'ont pas la même vision, la même perception du monde ou de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et enfin, le conflit de génération, quand les agents sont issus de générations différentes et qu'effectivement, ça entraîne des méthodes de travail, de communication ou des approches qui sont différentes. Voilà pour ce document que je vous invite également à regarder. Avant-dernière information, sur le passeport prévention, je vous avais fait aussi une information sur le dernier webinaire, donc où on en est. Depuis le 30 mai 2023, le passeport prévention est accessible en version bêta, c'est-à-dire non finalisée, ce qu'on appelle une version bêta. Le titulaire peut consulter son passeport prévention, donc tout un chacun, vous avez un passeport prévention, vous pouvez aller le consulter, je vous montrerai après comment faire. Et dans ce passeport prévention, dans un premier temps, avant 2024, sont automatiquement renseignés uniquement du coup les certifications professionnelles. Donc les certifications professionnelles, je pense que je vous avais déjà donné une liste, je peux vous la remettre ici, mais en gros c'est les CACES, les SST, donc il y a une liste attendez, qui s'affiche sur mon écran, qu'il faut que je vous partage. Voilà. Voilà, donc ça, c'est les certifications, la liste des certifications professionnelles qui seront renseignées dans le passeport de prévention en priorité. Donc, évidemment, tout ce qui sont les chariots automoteurs, les diagnostics, les engins de chantier, etc. Et ensuite, donc ça, c'est pour 2023. Le titulaire, donc, vous pouvez partager les informations à votre employeur sous la forme, pour l'instant, d'une attestation. Et à partir de 2024, c'est là où rentre en vigueur le rôle des employeurs et des organismes de formation, où effectivement ces employeurs et ces organismes pourront déclarer plus seulement les certifications professionnelles, mais aussi les attestations, les certificats, les diplômes obtenus dans le cadre de formation en santé et sécurité au travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que si votre employeur vous dispense une formation sur le risque bruit, par exemple, il pourra le renseigner, il devra le renseigner dans votre passeport de prévention, et donc tout ça va s'incrémenter pour que vous puissiez avoir dans votre passeport l'ensemble des formations que vous avez suivies en matière de santé et sécurité au travail. Voilà. Alors, je vous montre comment ça se situe. Si vous allez, voilà, ça c'est ma page d'accueil. Donc, si vous allez sur mon compte formation, vous allez voir apparaître à la gauche de votre nom maintenant un nouvel onglet passeport. Et ce passeport, en fait, est au pluriel. Pourquoi? Parce que moi, je parle souvent du passeport prévention, puisque c'est celui qui nous intéresse dans le cadre de la prévention, c'est-à-dire c'est là où on va comptabiliser toutes les formations, les diplômes et qualifications concernant la prévention des risques professionnels, mais il y a aussi un passeport de compétences. Donc, je vous ai remis quand même, parce que c'est vrai qu'on ne parle jamais du passeport de compétences et que peut-être vous ne savez pas trop ce que c'est, mais voilà, le passeport de compétences, c'est votre parcours, vos compétences, en dehors de tout ce qui concerne justement la formation professionnelle. Un CV, vous allez pouvoir effectivement incrémenter des informations en disant j'ai acquis telle compétence, je ne sais pas, j'ai fait une formation d'auditeur, vous pouvez effectivement la renseigner.
Et ça va pouvoir vous permettre d'incrémenter, de générer automatiquement un CV à l'issue de tout ce qui sera mis dans ce passeport de compétences. Les avantages du passeport de prévention, je vous les rappelle, hein, c'est regrouper dans un seul lieu toutes les données concernant vos formations et reconnaissances en santé et sécurité au travail. Voilà, donc vous avez les deux parties. Je vous ai mis aussi le lien vers une petite vidéo motion pour le passeport de compétences ou pour le passeport de prévention. Si vous voulez aller voir, ça dure 2-3 minutes. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur le passeport de prévention ou sur le passeport de compétences. Voilà, je vous ai mis un exemple. Hein. Moi, je me suis amusée simplement à, voilà, vous mettez vos expériences professionnelles, vos formations, et puis automatiquement, vous avez un CV qui s'incrémente. Bon, il n'y a pas grand-chose dans le mien parce que je n'ai pas pris le temps de mettre grand-chose. Mais voilà, donc en tant que titulaire, vous avez effectivement déjà accès à votre passeport de prévention, et à partir de 2024, les organismes de formation et les employeurs pourront y accéder pour renseigner les formations que vous aurez suivies. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est une belle évolution en matière de mutualisation, effectivement, de l'information sur les formations qui ont été suivies. Juste une petite question, parce que là, il y a eu pas mal de réactions sur ce sujet-là, donc ça vous intéresse beaucoup. C'est normal. Est-ce qu'il y a une obligation de l'employeur de mettre les formations sur le passeport de prévention, ou c'est juste une possibilité de le faire? Non, à partir de 2024, il sera obligé de voilà. le faire. Donc à partir du moment où on a la liste, la formation que tu nous as montrée, très bien. Sur la dernière information en termes de jurisprudence, qui est une jurisprudence alors qui concerne le secteur privé, mais qu'il m'a paru intéressant de vous relayer, puisque cette obligation qui a été imposée à un employeur de proposer un reclassement dans un poste en télétravail, alors même que dans l'entreprise, le télétravail n'existait pas, voilà, est quelque chose qui est complètement extrapolable à la fonction publique, et donc ça m'a paru intéressant voilà, de vous la relayer. Donc, les faits, c'est qu'on a quelqu'un qui est engagé par l'association JIMAC Santé au Travail en 82, qui exerce en dernier lieu les fonctions d'assistante coordinatrice d'une équipe pluridisciplinaire et qui est déclaré inapte en février 2016. Le médecin du travail fait une préconisation que la Cour d'appel rappellera comme ayant été très claire, en fait. Hein. Le médecin du travail préconise que cette salarié pourrait occuper un poste administratif sans déplacement et à temps partiel 2 jours par semaine en télétravail avec aménagement du poste approprié. Cette personne est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en décembre 2016. Donc, dans un premier temps, vous allez voir que, voilà, là, je vous détaille la décision de la Cour d'appel et après rapidement la décision de la Cour de cassation qui vont dans le même sens. L'employeur est condamné à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui résulte du caractère illicite du licenciement. Les motifs qui sont donnés, c'est qu'il appartient à l'employeur de proposer aux salariés loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail. Le médecin du travail était parfaitement clair sur les dispositions à mettre en œuvre. Ce que je vous mets entre guillemets, c'est ce que relaie la Cour d'appel. Elle précise que la salariée occupait un poste de coordinateur et que ses missions étaient susceptibles d'être pour l'essentiel réalisées à domicile en télétravail et à temps partiel, comme c'était préconisé par le médecin du travail. Donc sur ce, effectivement, l'employeur, lui, se défend en indiquant que selon lui, l'obligation de reclassement ne porte que sur des postes disponibles existant au sein de l'entreprise et que l'employeur n'est pas tenu de créer spécifiquement un poste adapté aux capacités de la salariée et qu'en conséquence, il ne pouvait pas se voir l'employeur imposer de la reclasser sur un poste en télétravail alors que le télétravail n'avait pas été mis en place au sein de l'entreprise. Et la Cour de cassation va confirmer la décision de la Cour d'appel en disant que à partir du moment où les missions accomplies par la salariée étaient susceptibles d'être réalisées à domicile, en télétravail et à temps partiel, comme préconisé par le médecin du travail, un reclassement en ce sens aurait dû être loyalement proposé à la salariée. Voilà. J'en ai terminé pour l'ensemble de ces informations.
Si vous avez d'autres questions peut-être sur le passeport de prévention, là le temps va bientôt être imparti, mais on a fait, alors faudrait que je vous on en a déjà parlé, alors je ne sais plus si au dernier webinaire ou à celui d'avant, regardez le support de janvier ou d'avril, mais je pense que c'est sur janvier où on avait détaillé un certain nombre de choses par rapport au passeport de prévention. Justement, si vous reprenez ou si vous allez sur le site Espace Droit de la CNRACL, on va retrouver, voilà. Vous allez retrouver effectivement dans la veille réglementaire une information de début d'année et vous retrouvez effectivement le rôle de chacun des parties intéressées. Donc, vous voyez que le titulaire du passeport de prévention peut inscrire, alors c'est écrit tout petit, je ne sais pas si vous y voyez du coup, hein. Je vais peut-être mettre en plus gros, hop. Voilà. Le titulaire peut inscrire dans le passeport de prévention les attestations, certificats, diplômes, etc. Puisque je rappelle aussi que le passeport de prévention n'est pas rétroactif. Donc, vous avez toute disposition, vous, pour aller renseigner des choses, des formations, des compétences que vous avez acquises par le passé. Et par contre, effectivement, donc le titulaire peut et l'employeur et les organismes de formation doivent. C'est-à-dire que voilà, vous avez, en tant que titulaire, on a une possibilité de le faire. En tant qu'employeur ou organisme de formation, on a une obligation de le faire. Donc, vous pouvez retrouver, vous allez dans la partie espace droit de la prévention. Vous avez ici le moteur de recherche. Voilà, vous tapez passeport et vous aurez les deux dernières informations. Voilà, celle que je viens de vous donner et celle d'avant qui détaille un petit peu plus justement les informations si vous avez besoin de revenir en arrière sur ce qu'est ce passeport de prévention. Eh bien, je crois qu'on a fini effectivement à peu près dans les temps. Je m'excuse à nouveau pour le petit bug de démarrage. Ça tombait bien parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une actualité réglementaire qui est pas très conséquente. Du coup, ça a permis de rectifier tout ça dans les temps. Je vous remercie de votre participation. Cédric, est-ce que… Voilà, écoutez, déjà merci beaucoup. Alors, j'ai essayé de répondre à certains d'entre vous en privé et puis de manière collective. Donc, je n'ai pas répondu à toutes les questions, je m'en excuse. Voilà, un grand merci beaucoup. Vous étiez 868 voilà, aujourd'hui, donc c'est encore un bon succès. Donc, merci Carole. Voilà. Et puis, écoutez, n'hésitez pas toujours à aller consulter les fiches sur l'espace droit de prévention, parce qu'il y a énormément d'informations qui répondront certainement, certains d'entre vous, à vos questions d'une manière un peu plus précise. Voilà, donc encore une fois, merci à vous tous et puis on vous dit à la prochaine fois. Merci beaucoup. Et le prochain webinaire, le 12 octobre, comme indiqué sur la slide. J'ai oublié de le préciser. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous.